Le confinement peut être le fait d'une pandémie, d'une contrainte économique ou d'un régime politique. Dans une dictature, comment s'insinue le fantasme d'exotisme, l'irrésistible envie d'explorer le monde? Une journaliste connue des auditeurs en parle en connaissance de cause, elle qui n'a connu jusqu'à l'adolescence que le communisme des années 50 et 60 et la privation de liberté derrière le rideau de fer. La Suisse est devenue sa nouvelle patrie, mais la Roumanie reste bien imprimée dans sa mémoire. Il est 6 heures du matin. Je roule en taxi vers l'aéroport d'Otopeni. J'ai 14 ans. Je quitte Bucarest, ma ville natale, pour toujours. Nous sommes en 1974, Ceausescu est au pouvoir, et mes parents sont passés à l'ouest, comme on disait à l'époque. Je vais les rejoindre après 1 année et demie de séparation. C'est ainsi que commence la deuxième vie de Lydia Gabor. Comment brosser le décor d'un satellite de l'ex-URSS au temps des rationnements en tout genre? Vous voulez savoir comment on faisait les courses? Eh bien, les courses, on partait toute la famille, chacun avait une responsabilité. Parce que si tu faisais la queue pour chaque produit, tu n'avais plus rien à manger. Donc, il y en avait un, c'était les os pour la soupe. Il y avait une autre, c'était les bananes, ça c'était moi. Il y en avait une autre, c'était ma mère, les biscuits. Il y avait 2 sortes de biscuits, les biscuits de l'armée et les biscuits Mirella, qui étaient le sommet du blues. Alors, les desserts, c'était ces biscuits Mirella, quand on les trouvait. Mais il restait plus que les miettes. Donc, on prenait les miettes, on prenait 500 grammes de miettes, qu'on mélangeait avec une crème à la margarine, avec un peu de cacao quand il y en avait, et on la roulait, on mettait au frigo, et on coupait des petites tranches, et c'était incroyable. Mais avec quand même des choses extraordinaires qui arrivaient de temps en temps, comme par exemple une plaque de chocolat de Suisse, ou une paire de collants de Paris, parce que tous ces gens, certains quand même chefs du parti, tout ça, qui pouvaient voyager, on avait tous un ami, une amie, surtout comme comédien, mes parents et médecins, le beau-père. Et donc, tout d'un coup, cette marchandise s'infiltrait dans notre quotidien gris. Et tout d'un coup, on avait une paire de collants rouges que toute l'école savait qu'on l'avait acheté au marché noir, très très cher, genre comme si ça coûtait ici 120 francs. C'est comme si ça vous coûtait par rapport à nos salaires d'ici 120 francs. C'est énorme. Les bananes, c'était 22 francs. Mais les salaires, vous voyez, le café, c'était 1000 francs le kilo. On achetait du café pour faire du café turc par 50 grammes. C'est d'autres, mais peut-être ce sont les vrais prix. Je me pose parfois la question, quand j'observe ici l'exploitation qu'il y a derrière les produits, que peut-être c'était le vrai prix. Peut-être, j'en sais rien. Alors, la vision du monde extérieur, est-ce qu'elle vous venait surtout par l'importation de ces produits? Clairement. Il y avait les chiclettes, les trucs des chewing-gums. Pour les plus grands, c'était pas moi, mais c'était les cigarettes qui arrivaient, Philippe Maurice ou d'autres cigarettes, mais donc qui coûtaient, c'était des luxes qu'on peut pas imaginer. Donc la cigarette, on se la partageait. Moi, je la partageais pas, mais je les voyais le partager. Il y avait les fruits secs, il y avait le chocolat, alcool, il y avait aussi en Roumanie de mauvaise qualité, mais il y en avait beaucoup. Oui, bien sûr, par ces produits, par des photos de films. Et donc c'était tout ça, c'était un monde idéalisé, un monde qui voyageait, que c'était amusant de vivre en Occident. C'était les lumières de la ville. Vous voyez, les lumières de la ville, c'était ça. Je ne peux pas dire, c'était le Luna Park permanent. Tous les enfants avaient une double vie. Une vie à la maison dont on chuchotait des choses et d'autres, et une vie à l'école où, quand mes parents sont partis et ils sont restés ici, j'ai dû faire mon autocritique et puis dire que c'était des traîtres à la patrie, et ils étaient allés chez les pourris, c'était décadent. Mais en même temps, on vivait aussi beaucoup grâce à l'humour.
Oui. Beaucoup. Il y avait juste cette blague, le capitalisme est au bord du gouffre, le communisme est un pas en avant. C'est ça. Tout le temps des choses comme ça. Cette schizophrénie me fait penser à ce qui se passe maintenant en Iran, par exemple, où il y a une différence énorme entre ce que les gens montrent dans la rue et ce qu'ils vivent réellement dès qu'ils ont passé le seuil de leur maison. À l'école, dans les livres de géographie, est-ce que la réalité était tronquée pour vous faire croire que vous étiez du côté du paradis et que le reste du monde était l'enfer? En tout cas, je ne sais pas si l'enfer, mais c'était tous des pourris. Le capital, enfin n'oubliez pas, hein, Marx, Engels et Lénine, ça on apprenait à l'école, hein, tout ça, l'exploitation de l'homme par l'homme, toutes ces valeurs-là, et ça m'est resté quelque part. C'est-à-dire que cette notion, cette énergie du profit à tout prix qui est très forte aujourd'hui ici, elle était moins quand je suis arrivée dans les années 70, je ne l'ai pas. Pour moi, dans une situation, même si je dois faire du business, c'est pas le profit. Bien sûr que je veux gagner ma vie. Mais jusqu'où? Oui. Et je suis choquée parfois, même avec les gens. C'est pas un but, mais une retombée heureuse. Voilà, c'est une retombée. Ouais. Et je crois que ça m'a marqué, cette idée de l'autre et de la communauté, et puis qu'il faut que tout le monde, un temps soit peu, trouve sa place. Et c'est pas la seule valeur cardinale de l'existence, c'est de gagner le plus possible. Parce qu'avec très peu, on a pu être très heureux, de boire un peu, on donnait tout, de toute façon on partageait tout. Ce-am voie să fac cu ele, ce-am voie să fac cu ele, să le bag în nas, nu, să le pun inele, da, să te piși de obraz, nu, să pictez cu ele, da, știu cu 10 degețele, știu cu 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele. Si on vous avait dit à ce moment-là, tu es libre d'aller dans un pays pour un certain temps ou juste pour un voyage, est-ce que ça aurait été un miracle dans votre vie, même si vous alliez du côté des pourris? Complètement, mais c'était au-delà de l'entendement. Je veux dire, c'est comme si vous me dites maintenant, on va aller à la plage sur la Lune. Ah, c'était au-delà de l'entendement. Personne ne sortait, surtout ayant des origines comme ma mère avait de bourgeois et d'ex-intellectuels, enfin des intellectuels, tout ça, c'était impossible. Impossible. Elle a pu sortir une fois en Russie, à Saint-Pétersbourg, comme comédienne avec son théâtre. Et ils ont pu aller une fois. En plus, ça coûtait tellement cher. Tu mangeais du yogourt pendant 5 ans pour partir. Et donc, ils sont allés une fois à Budapest. Ils ont apporté plein de cadeaux. Et ils trouvaient que Budapest, c'était Paris. Déjà, si on pouvait sortir dans un de ces pays, c'était extraordinaire. Par contre, j'allais en vacances à la montagne, j'allais en vacances au bord de la mer Noire, c'était très beau, très sauvage, comme maintenant on adorait ça. Un village de pêcheurs avec 3 maisons et 2 cahutes. Après, les communistes ont construit des parties au bord de la mer hyper bétonnées, donc les étrangers venaient, donc on côtoyait, c'était pas bien vu, mais forcément quand vous ouvrez, on côtoie, on voit autre chose, il y avait des photos, il y avait des produits, il y avait de la musique, surtout la musique. Gilbert Bécaud, le dimanche à Orly, je crois que mon beau-père l'écoutait en boucle de toute sa vie. Et puis il y a eu Aznavour qui est venu, il y a Nicoletta, il y avait Bécaud, plein de chanteurs sont venus. On avait un festival qui s'appelait Tcherbouda, ou le cerf d'or, à Brasov, en lieu à la montagne. Et tout ça, ça fait du brassage. Puis les Roumains sont très sympathiques, donc souvent certaines de ces... actrices, acteurs, chanteurs, avaient des aventures amoureuses avec des gens du pays. Et ça faisait qu'on s'envoyait... Enfin, ils pouvaient pas. Il y a un moment où on peut plus dominer. C'est pas possible. Mais on était tenus. On était très tenus. Donc, votre exotisme, il était surtout national. C'est-à-dire, vous trouviez le dépaysement en Roumanie même. Oui, mais il n'y a rien à voir avec ce qu'on trouve ici maintenant quand on peut voyager. Enfin, là, maintenant, non, présentement, mais en principe. Oui, bien sûr, il y avait des choses, bien sûr, il se passait des choses, et puis on s'amusait beaucoup, et puis on dansait beaucoup, et c'était très différent. Les restaurants, par exemple, on allait pour manger très peu parce que c'était très cher, mais il y avait de la musique à partir de 7 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin, non-stop. Cette musique gitane, tzigane et tout. Quand je suis arrivée ici, je suis allée manger dans un restaurant, je trouvais ça triste. Tu sors juste pour manger, mais tu peux manger à la maison. Mais là, c'était l'amusement, on dansait, on prenait 3 fois rien, toute une tablée, mais on festoyait toute la nuit.
Dès qu'on a quitté le pays, c'était le voyage pour 4 jours, pour 3 jours, à Alassio, à Rome, à Venise. C'était la folie. Photo. Non, mais c'est une boulimie. Avant cette boulimie, vous en étiez réduite à avoir donc des images. Est-ce que vous avez le souvenir d'un monument, d'une place, d'un paysage qui vous faisait fantasmer quand vous pensiez à l'ailleurs par rapport à Mais c'est toujours la Tour Eiffel, bien sûr. C'est des grands clichés. Hein. La Oui. Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, Moulin Rouge. Enfin, mais c'était Paris. Principalement, c'était Paris. C'était pour les Roumains. Oui. Parce qu'il y avait eu des artistes aussi qui étaient partis, qui étaient devenus connus à Paris. Donc c'était Paris. Et d'ailleurs, Bucarest, parfois, était appelé le petit Paris de l'Est. Oui, oui. Donc voilà. Vous étiez dans un bain francophone. Oui. Petite... Russe. Non, russe principalement parce qu'on devait apprendre le russe. Mais la première langue qu'on m'a fait apprendre, j'avais peut-être 7 ans, c'était le français. Tout de suite. Donc quand vous étiez arrivé ici, vous aviez déjà... Assez bien. Pas du tout au rythme d'apprendre les mathématiques sophistiquées en français ou lire les poètes comme ça, mais pour le courant, oui, je me débrouillais bien. Et vous savez, j'ai appris le français en lisant un livre, Les Trois Mousquetaires, en version bilingue. Vraiment. C'est mon père qui m'a offert ce livre. C'était rare d'avoir des trucs bilingues et tout. Et le soir, comme j'étais un enfant assez solitaire, parce qu'ayant des parents comédiens, il y avait peu de monde le soir avec moi, je lisais ça en parallèle. Il y a beaucoup de mots qui sont proches, parce que c'est une langue latine aussi, le roumain, et je vous jure, j'ai beaucoup appris ça comme ça. Et après, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai beaucoup lu Sacha Guitry, et je sortais quasiment des phrases de Sacha Guitry. Je suis contre les femmes, tout contre. Tout compte, exactement. Moi et ma femme, nous avons été très heureux pendant 30 ans. Après, on s'est rencontrés. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. J'ai jamais eu la nostalgie de revenir. Je parle que pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Jamais. Je suis arrivée jeune, ici, très jeune, 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Je suis une bosseuse, donc j'ai pris tout ce que j'ai pu. Et au début, j'étais un tout petit peu dans la communauté roumaine, mais très vite, l'effet ghetto et tout, je l'ai quitté, je l'ai évacué. Je trouvais qu'il y avait tellement de choses, et puis, pourquoi penser à quoi le dire non. Et très vite, j'ai compris que c'était la chance de ma vie. Et j'ai eu physiquement le sentiment de liberté. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si on m'avait enlevé d'un truc. Bien sûr qu'il y avait la nostalgie de mon père que j'ai plus jamais revu, de mes grands-parents que j'ai revus, mais peu. Il y avait une nostalgie, surtout des rapports affectifs. Ce qui m'a manqué, et peut-être encore aujourd'hui ça reste, c'est une certaine spontanéité affective, une chaleur humaine, de l'échange, une disponibilité émotionnelle. Vous savez, en Roumanie, on peut pleurer, on peut rire dans la même phrase, et je t'offre, et après je t'insulte, et après je t'adore, et après tu m'as déçu, mais je t'aime quand même. Et toute cette souplesse, je l'appelle une disponibilité, ça m'a manqué très fort au début, où je trouvais que les gens étaient au minimum syndical émotionnellement. Ils ne s'engageaient pas, ils ne se dévoilaient pas. Et ça. Maintenant, les Roumains, avec tout leur côté un peu fantasque, ils me fatiguent. Parce que je suis devenue plus pragmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quand est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on est à l'heure? Alors, dans ce sens, je suis devenue un caporal vaudois, je pense. Mais j'aime bien réaliser des choses. Alors, parler, j'adore, il y a quelque chose de poétique. Mais après, qu'est-ce que ça devient dans la réalité? Donc, dans ce sens, ça m'a modifié. Je me sens plus de là-bas, mais je suis pas 100% d'ici parce que je suis pas protestante, mais dans la philosophie, je suis une démocrate. Je crois qu'à ça. C'est très fragile, mais c'est la seule chose acceptable, à mon avis. Oui. Ça, donc vous souffrez quand quelqu'un vous dit qu'il ne va pas voter? Oui, il y a ça, mais surtout, parce que je vote pas toujours, il faut dire la vérité, mais comment vous dire, j'aime cette collaboration de toutes les personnes qui sont sur un territoire pour faire quelque chose. Et que la vie compte. Et je pense que le contrôle collectif empêche ceux qui ont le pouvoir d'aller dans trop d'excès. Parce qu'on sent tout de suite, même toutes ces histoires qui sortent sur l'inceste ou comme ça, le fait que ce qu'on en parle, ça crée une pression. Oui. Et la personne, à un certain moment, elle arrête. Elle a honte. Si on parle de la corruption, qui est un mal endémique dans certains pays, dont probablement en Roumanie aussi,
vous attribuez le fait qu'elle est moins présente en Suisse, pas tellement au fait que les Suisses seraient plus vertueux, mais que le système est maillé de telle façon que ça rend la corruption difficile, voire impossible. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense aussi que les Suisses sont un peu moins pourris, aussi très bien payés quand même, ça a son importance. Il y a le côté protestant, les pays... Alors, ça, je sais pas, c'est juste des impressions que je donne. Le protestant étant moins passionnel et passionné, il succombe peut-être moins à la tentation. Peut-être, c'est une hypothèse que je fais, que des natures plus extraverties, qui veulent, qui désirent, qui l'amour, que si, que je t'offre, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, la Suisse bénéficie quand même d'un certain sérieux et d'une certaine fiabilité, quoi. Ou alors, s'ils ont de la corruption, c'est à tellement haut niveau qu'on le voit même pas. Ou tellement petit. Ouais. Je t'offre un verre au bistrot. Exactement. Vous connaissez la phrase de Bouvier, on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Complètement, c'est-à-dire le simple fait de m'adapter à une autre culture, complètement différente, une autre religion, d'autres manières de faire, et surtout l'adaptation émotionnelle. C'est la plus subtile, la plus difficile et la plus intéressante. De voir que l'autre, non, il ne ressent pas comme ça. Ce qui est tellement important pour moi, eh bien pour lui, ça ne l'est pas. Et comment on va trouver quand même un pont? Ça, c'est vraiment le travail de l'adaptation et ça, c'est fabuleux. Ça vous ouvre. Et c'est le voyage qui vous apporte ça. C'est-à-dire, c'est déjà la transplantation ici. Et ensuite, le voyage, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Bien sûr que j'étais touchée par ces philosophies asiatiques, le bouddhisme, la méditation, etc. Et de voir d'autres façons de se situer dans l'existence. Et pour ça, il faut être curieux. Évidemment, il faut quitter son hôtel ou son confort et juste voir comment ce peuple-là ou comment cet individu, par sa religion, se situe face à la mort, à la vie, à l'amour, à la pauvreté, au sens de l'existence, à l'humour. L'humour, c'est quand même un indicateur très intéressant des gens. Ah ben c'est clair. Enfin, je veux dire, voyager, c'est d'abord un privilège que nous avons eu pendant des années. Maintenant, on verra ce qui va nous rester. Et faire voyager les jeunes, les enfants, et pas uniquement sur Internet. Parce que c'est ça le piège aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que avec les écrans, on peut aller partout. Et c'est comme si j'étais là-bas, dit. Oui. Et puis même ce mode de voyage, je vais 3 jours passer le week-end à Vienne et je vais dans 3 hôtels sympas ou dans 3 restaurants et je m'achète ça et ça. Non, ça, c'est pas voyager. Les écologistes vont vous faire les gros yeux oui, si vous dites que vous allez à Barcelone pour 48 heures. Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être que si on va en train, ils vont les faire moins. Et vous ferez des rencontres. Et on ferait les rencontres et puis c'est un rythme plus humain peut-être que d'aller chaque-pack et puis... non, le voyage, enfin, je veux dire, ça devrait être obligatoire, surtout pour les chefs d'État aussi. On dit partir, c'est mourir un peu, mais c'est mourir à une certaine réalité pour renaître à une autre réalité. Et ça, c'est mais vraiment très important. Et j'espère qu'on pourra revoyager de tout mon cœur, même en montgolfière. Si on peut demain, où partez-vous en primeur? Évidemment, à mon vice, qui est l'Inde. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai plus été depuis longtemps. Mais si je devais découvrir, je vais aller en Argentine danser le tango et aller au Mexique voir la maison de Frida Kahlo.